Bienvenue à cette nouvelle édition de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Tout de suite, les titres du journal. L'ex-première dame Rosine Vieira Soglo s'en est allée. L'épouse de l'ancien président Nicéphore Dieudonné est décédée hier dimanche 25 juillet 2021 à Cotonou à l'âge de 87 ans. À suivre dans cette édition, les impressions de maître Abraham Zizidoroué qui fut un très proche de la défunte tant sur le plan familial que dans sa vie politique après l'annonce de ce décès. Rose Bitibali Zerbo, la candidate du Burkina Faso, a remporté la 4e édition de la Miss Littérature Afrique 2021. Rose a surpassé ses concurrentes à la finale. Le concours a eu lieu à l'hôtel Azalaï de Cotonou samedi 24 juillet 2021. Vous suivrez dans ce journal les impressions du rame béninois Privel Hikati après sa qualification ce dimanche pour la finale E des repêchages en skiff homme aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Bonsoir si vous nous recevez. Rosine Vieira Soglo, ancienne première dame de la République du Bénin, est décédée hier et son corps déposé à la morgue de Cotonou. La République est en deuil. Depuis lors, les messages de condoléances et de témoignages sur la vie et le parcours de l'illustre disparu ne cessent de pleuvoir. Ainsi, ESAE TV s'est rapproché de maître Abraham Zizidoroué, qui fut un très proche de la défunte tant sur le plan familial que dans sa vie politique, afin de recueillir ses impressions après l'annonce de ce décès. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achiro. Quand on parle de maman, parce que c'est comme ça que nous l'appelons, il s'agit bien de Madame Rosine Vieira Soglo. En ce qui me concerne personnellement, j'ai une double proximité avec elle. Vous savez qu'on ne choisit pas ses parents. Elle est la tante à mon épouse. Mon épouse est née de Dravo Vieira. Donc c'est d'abord une douleur familiale. C'est une dame, elle est très très famille. Pour ceux qui la voient pour la première fois, elle a un extérieur qui peut vous rebuter. Premier contact que vous avez avec elle, si vous ne faites pas attention, vous êtes déstabilisé et vous mettez une étiquette, une fausse étiquette sur elle. Mais quand vous entrez dans le personnage, vous vivez avec elle, vous voyez que c'est une dame au grand cœur. Elle est très famille, elle est très maternelle. C'est ma première proximité. La seconde proximité, elle est politique. C'est une dame qui a porté de l'innovation dans l'espace politique béninois. Dahoméen béninois, je vais dire, parce que pour une première fois, on voit une présence permanente d'une dame aux côtés de son mari, chef d'État. C'est peut-être leur passage au pays de l'oncle Sam. L'expression première dame qu'elle a ramenée au Bénin a été une première. Et dans toute la sous-région et dans la région, l'expression première dame fut acquise. Donc première dame, première femme chef de parti politique. C'est également de la fraîcheur, c'est de l'innovation, c'est de la nouveauté. Troisième fraîcheur, troisième nouveauté, vous voyez, c'est un binôme, le couple Soglo-Vieira. C'est un binôme, c'est un couple État-parti. L'homme charismatique au niveau de l'État, la dame gestionnaire au niveau du parti. Ça fait 3 innovations qu'elle a apportées dans le paysage ex-Dahomey, le paysage béninois. Nous avons connu par le passé des couples en politique, mais ce n'était pas arrivé à un tel niveau qu'on ait le couple à Wamenou, l'homme de Porto Novo, la dame d'Aboumé, de ma famille,
On a connu le couple Djibodé-Justine Béhanzin, mais le couple Vieira-Soglo est arrivé à un niveau tel qu'on peut parler vraiment de fraîcheur politique, d'innovation politique. Pour le reste, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire et il faut avoir fait ses armes avec elle pour savoir ce qu'elle est. C'est une dame de parole. Ça, je peux vous le dire. Et comme chef de parti politique, je vais vous donner un petit exemple. Tout militant qui lui écrit, elle répond de sa plume. Vous avez une réponse écrite. C'est important pour le militantisme que votre chef de parti politique prenne son bic et vous réponde. C'est important à retenir. Ensuite, je vous parlerai de son engagement politique. Vous savez, nous avons fait l'opposition dans ce pays, mais je peux vous dire que l'opposition avec Rosine Vieira-Soglo, c'est une opposition responsable. Elle assume ses choix. C'est une opposition républicaine, c'est une opposition démocratique, ce n'est pas une opposition pleurnicharde ni terroriste. Je crois que si la classe politique doit retenir quelque chose de Mme Rosine Vieira-Soglo, classe politique, toutes tendances confondues aujourd'hui, pouvoir comme opposition, c'est d'être républicain, c'est d'être responsable, c'est d'être démocratique. Ce n'est pas une classe qui louvoie, ce n'est pas une classe politique qui pleurniche, ce n'est pas une classe politique qui a recours à des méthodes peu orthodoxes. Je vais vous dire, elle est très famille, elle est très maternelle. Chacun de nous a les défauts de sa qualité. Est-ce qu'on peut appeler ça un défaut quand vous êtes très maternel? Je crois que c'est le seul défaut qu'on pourrait, de mon point de vue, indiquer en ce qui concerne la conception du parti politique. Pour elle, c'est un patrimoine familial. C'est le seul point sur lequel, avec elle, j'ai eu des désaccords. Vous savez ce qui s'en est suivi. Pour nous, un parti politique, c'est une structure dépersonnalisée. C'est une association qui vit au-delà de ses membres fondateurs. Elle a une conception très, très familiale. C'est tout cela qui a créé tous les problèmes que vous savez au niveau de la Renaissance du Bénin. Mais je peux vous dire que les anciens renaissants, parce qu'elle a mis des graines en terre, elle a arrosé d'autres graines qui ont été mises en terre ailleurs. Je peux vous dire aujourd'hui, au sein de nombreux partis politiques, vous avez beaucoup de cadres, de responsables qui ont côtoyé Mme Vieira-Soglo. On peut dire ainsi qu'elle n'a pas vécu inutile. Il y en a à l'UP, il y en a au BR, il y en a chez les démocrates un peu partout. Et pour finir, la plus grande complicité que j'ai pu avoir, elle, c'est à propos du procès politique hautement emblématique sur le logo de la Renaissance du Bénin. C'était l'opposition contre le pouvoir, ce que certains ont appelé Keitaba, Kerekou, Tawemaba. Voilà un procès hautement politique. L'échec était annoncé pour nous de l'opposition. J'étais prêt, j'ai dit au couple Soglo que j'assumais l'échec de ce procès si je ne gagnais pas ce procès. Mais dites-vous, Mme Vieira-Soglo m'a dit non, ce ne serait pas votre échec, c'est ailleurs, c'est plus que vous, c'est prévu ailleurs, au-delà, en indiquant des forces politiques internes et externes qui pourraient nous faire rater ce procès, perdre le logo Wezerwe, mais Dieu aidant, nous avons gagné ce procès, je l'ai gagné, c'est la plus grande complicité que j'ai eue avec Mme Rosine Vieira-Soglo, que son âme repose en puissance. C'est une grande dame au grand cœur, elle a laissé beaucoup de graines qui continueront. C'est le plus important pour un homme, c'est de n'avoir pas vécu inutile.
Restons dans la même veine des témoignages et hommages à Rosine Soglo. Je vous invite à suivre ce que retient chaque migrant de l'illustre disparu. Il se prononce au micro d'Abdelkader Achirou. Vous savez, avant tout propos, je tiens à dire toutes mes condoléances à la famille éplorée, à son Excellence, Monsieur le Président Dieudonné Soglo, aux enfants, Monsieur Liadi Soglo et puis au ministre Ganiou Soglo. Ce que je peux vous dire sur la disparition de cette grande dame, c'est qu'elle a eu à marquer politiquement les Béninois les uns et les autres. Et je sais aussi qu'elle a permis, à travers son passage à l'Assemblée nationale, elle a démontré qu'une femme peut aussi être politique. Je crois qu'on le lui doit. On le lui doit surtout à travers ses prises de parole et aussi parce qu'elle était quand même, il ne faut pas l'oublier, responsable d'un ancien grand parti, la Renaissance du Bénin. C'est vrai, je ne partage pas les opinions de Madame Soglo, mais je les respectais. Je les respectais, je ne les appréciais pas. Je peux aussi dire que lorsque son époux, le président Soglo, était aux responsabilités, elle était aussi aux commandes à ses côtés. Elle n'était pas restée dans l'ombre comme le font la plupart des femmes de président de la République en Afrique. Elle avait son mot à dire et je crois que aux côtés de son époux, elle a eu à jouer un rôle très très important, ce qui amène certains à se dire que c'était Madame Rosine qui dirigeait non seulement le parti, mais qui dirigeait, je dirais, la famille. Ce qui est normal, parce que c'était une dame qu'on appelle affectueusement dame de fer. Et je dis encore, elle va manquer aux Béninois, elle va nous manquer. Je voudrais que nous respections cette auguste assemblée, cette auguste institution. Et qu'il me serait désagréable de savoir que parmi nous se cachent comme des repères des gens qui ne sont pas très catholiques, qui ont des cadavres dans leur placard et qui sont ici alors qu'ils sont des fossoyeurs de l'économie nationale. Après le décès de l'ex-première dame Rosine Vieira Soglo dimanche 25 juillet 2021, deux organisations de la société civile plaident pour le vote d'une loi portant statut de la fonction de première dame au Bénin. Pour le consortium Femmes engagées pour le développement de Madame Raïmat Djibril Moriba et l'Association des femmes du secteur minier et pétrolier du Bénin de Yvette Philippe Agboinhoué, c'est la meilleure manière d'honorer à titre posthume l'image de Rosine Vieira Soglo. Selon les présidentes de FED et AFESMIB, Rosine Soglo n'a pas vécu inutilement. Notre maman nationale a été la première et depuis lors la seule première dame du Bénin de 1991 à 1996 a réussi à imposer la notion de première dame dans notre pays. Au cours de son mandat 1991 à 1996 de première dame, Madame Rosine Soglo a impacté positivement par ses actions, son lobbying et son pragmatisme la dite fonction, a fait savoir les présidentes dans un communiqué. Rose Biti Zerbo, la candidate du Burkina Faso, a remporté la 4e édition de la Miss Littérature Afrique 2021. Rose a surpassé ses concurrentes à la finale. Le concours a eu lieu à l'hôtel Azalaï de Cotonou samedi 24 juillet 2021. Ce trophée récompense la remarquable prestation de la Miss face à des adversaires de haut calibre. Le récit de la soirée avec Carles Kitome et Quentin Amoussou.
La Burkinabé Rose Zerbo remporte la finale de la Miss Littérature Afrique 2021. Cette 4e édition a eu lieu le samedi 21 juillet 2021 à Hôtel Azalaï de Cotonou. Je suis très contente parce que lire pour moi c'est une passion depuis l'enfance. Et voir que cette passion porte des fruits, je pense qu'on ne peut qu'être joyeuse actuellement. Et même avant cette couronne, je pense que je faisais déjà des choses parce que j'encourageais mon entourage à la lecture. Mais surtout ce que je vise, c'est la promotion. Au cours de cette finale, les candidates ont été soumises aux diverses présentations. La candidate numéro 1, John... C'était quoi? Steinbeck. Ok, d'accord. Joron Steinbeck. Candidat numéro 2. Candidat numéro 3, John Steinbeck. Candidat numéro 4, William S. La candidate numéro 5, John Stamp. La candidate du Bénin, Olem Belikino. La candidate numéro 2, Olem Betty. La candidate numéro 3, Olem Belikino. Ensuite vient la dernière phase qui a permis aux membres de jury de départager les candidates, chose qui n'a pas été facile. Le départ de Yejide pour la ville de Jos est en fait sujet à polémique. D'aucuns auraient dit qu'une vraie femme africaine, comme nous l'avons dit tout à l'heure, aurait mieux fait de rester. Elle n'aimait pas Yejide vu que c'était l'enfant de sa prière. En effet, c'est le bout de bois de Dieu qui constituait pour elle le soleil de son indépendance dans les exigences de la tradition. Donc c'était dans cette aventure. On dit que l'homme donne la sémence et la femme donne la vie. Et lorsque cette vie se fait attendre, l'inquiétude s'installe. La Côte d'Ivoire remporte le titre de première dauphine. En résumé, cette aventure est une aventure inouïe. À cause de la littérature, je suis arrivée au Bénin. Moi, je ne connaissais pas le Bénin. Et on a visité des villes telles que Ouidah. Pour moi, c'est une aventure formidable. Aujourd'hui, on se réunit autour de la littérature, autour de la beauté intelligente et non de la beauté physique, comme on a l'habitude de le voir. À l'issue de la finale de la Miss Littérature Afrique 2021, les candidates venues de 8 pays d'Afrique francophone sont reparties avec des enveloppes, des lots et s'engagent à s'investir pour la promotion de la lecture chez les plus jeunes. Le Centre international de formation en Afrique des avocats francophones a démarré ce lundi matin au Centre de documentation et d'information juridique une formation en continu au profit des avocats au barreau francophone d'Afrique. La cérémonie d'ouverture qui a eu lieu ce matin en la présence du professeur Joseph Djokbenou, président de la Cour constitutionnelle et du ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom. Je vous invite à suivre Jacques Migan, directeur du CIFAF, qui détaille l'intérêt de cette formation au micro d'Abdelkader Achirou. Le CIFAF est une organisation non gouvernementale qui est créée en 2000, ou plus précisément le 14 mars 2000 à Bamako, et qui regroupe 16 pays francophones. Et tous les ans, le CIFAF organise des formations initiales et des formations continues. Formation initiale, cette formation, cette session, je dirais, elle se tient à Cotonou. Mais la pandémie a fait que nous n'avions pas pu tenir cette session qui dure 4 semaines et que nous avions transformé en session continue qui a commencé ce jour et qui a été, où la session, je dirais, a été lancée par le garde des Sceaux, et il y avait aussi le président de la Cour constitutionnelle. Le CIFAF est là pour accompagner les avocats dans leur formation. Et vous le savez mieux que moi, que quel que soit votre emploi, votre statut, je dirais, vous devez toujours continuer à vous former. Parce que l'homme qui ne se forme pas, il n'a plus sa place dans la cité. L'homme qui continue, l'homme qui travaille et qui ne se forme pas, ça se vit chez les artisans. Un artisan qui ne se forme pas, qui reste sur les acquis,
il n'est plus opérationnel, il est dépassé. Il en est de même des intellectuels, qu'ils soient médecins, qu'ils soient avocats, qu'ils soient notaires, qu'ils soient magistrats. Et la formation d'aujourd'hui qui a commencé sous ce lundi et qui s'achève le vendredi prochain rassemble et magistrats et avocats, notaires et huissiers. Donc c'est une formation qui est gratuite et que le CIFAF offre gratuitement aux auxiliaires de justice, aux magistrats, à tout juriste qui voudrait continuer à apprendre. Et vous le savez, surtout en ce qui concerne les avocats, nous avions besoin de toujours apprendre, de continuer à apprendre, parce que la législation évolue. Et si la législation évolue, donc il faudrait que nous soyons au courant de l'évolution de ces législations. Il en est de même de la doctrine, il en est de même de la jurisprudence. L'avocat qui ne suit pas l'évolution de ce que l'on appelle le droit est un avocat qui n'a plus sa place dans le prétoire, dans le barreau. Il en est de même du magistrat. Le magistrat ne peut pas vivre sur les acquis. Il doit tenir compte de l'évolution de la législation, de la doctrine, de la jurisprudence. Et pour cette formation qui a commencé ce jour, nous avions fait venir des spécialistes, des experts, des avocats qui sont compétents dans leur domaine respectif. Nous avions commencé par les techniques de cassation et nous sommes en train de voir, à l'heure où je vous parle, comment préparer et comment rédiger les contrats d'affaires. Et nous avons prévu aussi des thématiques, c'est-à-dire des modules qui vont porter sur des domaines qui intéressent et avocats et magistrats. Je prends le cas du contentieux des élections. Je prends le cas de la saisie immobilière. Je prends le cas, je dirais, de la défense de la défense. Et je prends le cas de la déontologie qui est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à toute profession. La déontologie aujourd'hui, chez les avocats, chez les magistrats, qu'est-ce qu'il en est? Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce qui se passe en ce qui concerne la formation que nous sommes en train d'organiser, qui a commencé depuis 8 heures. Hier, nous étions au Burkina Faso, dans le cadre de la formation continue, et puis après au Cameroun, et après maintenant le Bénin, nous allons organiser des formations continues, et cette fois-ci sur le blanchiment d'argent. Et sur ce point précis, ce serait avec l'Union européenne, et ça va concerner tous les pays de la CEDEAO, zone anglophone, zone francophone. Voilà le CIFAF qui accompagne toujours dans le cadre de la formation pour permettre aux uns aux autres d'être au point, savoir défendre leurs clients, les avocats, les magistrats, comment bien juger. Alors, rappelez-nous votre rôle dans cette CIFAF. Je suis le directeur du Centre international de formation des avocats. Je suis celui qui accompagne, il y a un conseil d'administration qui est au-dessus et je suis un humble serviteur des avocats, qu'ils soient béninois, qu'ils soient togolais, qu'ils soient camerounais, qu'ils soient du Congo, de la RDC, qu'ils soient mauritaniens, qu'ils soient sénégalais, bref, tous les avocats francophones d'Afrique, je suis le directeur de ce centre. Et ce centre, comme je l'ai dit, que je dirige depuis 2011, est un centre qui accompagne les avocats dans le cadre de leur formation. Le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, dirigé par Jacques Ayadi, a un nouveau secrétaire général. Il annonce juste Ayoro et le samedi 24 juillet 2021 lors du 3e conseil national du parti tenu à Azové. Précédemment coordonnateur de la Commission droits de l'homme, relations internationales et paix et porte-parole de Moël Bénin, Juste Ayoro occupe désormais le poste de secrétaire général du parti. Il remplace Sefis Bio Aguia qui démissionne de la formation politique le 16 juillet dernier. La page Afrique de cette édition nous emmène en Tunisie et au Mali. La Tunisie connaît depuis quelques semaines une hausse inédite des contaminations à la Covid-19. Le pays est frappé par le variant Delta et le taux de mortalité lié à la Covid-19 est le plus élevé du continent. La diaspora tunisienne s'est considérablement mobilisée pour apporter son aide.
Au Mali, l'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner le colonel Assimi Goïta le jour de la Tabaski est mort ce dimanche 25 juillet en garde à vue. Pour le gouvernement, cette mort ne fait pas obstacle à la poursuite à l'enquête, mais en l'absence du principal présumé coupable désormais mort, certains peuvent être tentés de douter de la thèse officielle. Le Tunisien Ahmed Afnaoui a remporté la médaille d'or sur 400 mètres nage libre aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 ce 25 juillet. Ahmed Afnaoui a battu les Américains, les Chinois et les Australiens qui sont les rois de cette compétition. Le nageur âgé de 18 ans a créé une énorme surprise apportant une deuxième breloque à la Tunisie. À présent, l'actualité internationale aux États-Unis, en France et en Israël. Le pass sanitaire sera généralisé en France à partir du 2 août prochain. Le projet de loi a été adopté par le Parlement dans la nuit de ce dimanche 25 juillet. Rappelons que Emmanuel Macron a sensibilisé les soignants du centre hospitalier de la Nouvelle-Polynésie cette même journée. Les États-Unis ont intensifié leurs frappes aériennes en soutien aux forces afghanes ces derniers jours. Nous sommes prêts à continuer à ce haut niveau de soutien dans les jours à venir si les talibans continuent leurs attaques, a déclaré ce dimanche le général Kenneth McKenzie, patron du commandement central de l'armée américaine. L'Israël a opéré dans la soirée de ce dimanche 25 juillet des frappes aériennes sur Gaza en réponse au lancer de ballons incendiaires depuis l'enclave palestinienne ayant causé des feux de brousse dans le sud d'Israël. Les frappes qui n'ont fait aucune victime ont pris pour cible une zone non habitée dans le nord de l'enclave et un site d'entraînement du Hamas. La page sport pour mettre un terme à cette édition. Le rameur béninois Privel Hinkati s'est qualifié ce dimanche pour la finale E des repêchages en skiff homme aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Il a terminé deuxième de sa série avec un chrono de 7 minutes 49 secondes 46 tiers. Après son élimination du tour principal, le porte-drapeau de la délégation béninoise va essayer d'améliorer son ranking dans le classement mondial le vendredi prochain. Suivez ses impressions. À l'issue de cette course j'ai mieux réalisé que les précédentes, mieux dans mon bateau, un peu plus relâché, donc plutôt content de ma course, même s'il y a encore des points à améliorer. Donc je me suis bien battu, je finis deuxième de la course à 4 secondes je crois du premier qui est le Nicaragua, donc toujours assez proche de ce compétiteur, donc j'espère le battre en finale E, car je le retrouverai en finale E du coup c'est jeudi matin, du coup le but pour moi c'est de décrocher la victoire en finale. Ce serait pour moi l'accomplissement, une bonne fin de Jeux Olympiques, même si c'est vrai que j'aurais voulu préférer dans les finales qui se situent avant, mais voilà, on a fait que la forme du moment et voilà, donc je suis assez satisfait. J'ai donné le meilleur de moi-même sur cette course, donc la suite sur la finale. La Fédération béninoise de triathlon a poursuivi ce week-end la mise en œuvre de son programme de vulgarisation de la discipline sur toute l'étendue du territoire national. Après Basila et Djougou, le président Richard Assa et son équipe ont organisé un sprint de diathlon à Boycon le samedi dernier. Une trentaine d'athlètes ont pris part à la compétition. Le patron du triathlon dresse un bilan positif de cette actualité. C'est vrai, nous attendions au moins une effectif de 50, mais nous avons fait au moins la moitié. Alors les enfants sont encore là, des filles, des garçons. J'ai eu au moins 16 qui ont pris le départ pour le cross, y compris les filles, et j'ai eu au moins 15 qui ont pris également le départ pour le duathlon. Je pense que c'est une satisfaction totale pour moi et pour mon équipe, et je pense si pour une première, nous avons cet effectif pour une discipline qui n'est pas du tout connue, avec toutes les difficultés que cela révèle en ce qui concerne l'absence et la disponibilité de vélos de compétition, je pense que c'est un bon résultat. Et le duathlon, comme je vous le dis, le duathlon, c'est d'abord une course pour celui qui ne sait pas nager. Le duathlon, c'est courir, venir chercher, faire du vélo et puis courir. Je pense que nous avons commencé par une course.
Après la course, ils sont venus chercher leur vélo et c'est une très belle avenue qui vient d'être construite dans Boycon. Très jolie, très bien, sur une distance de près de 6 km 100. Et c'est sur cette avenue que nous avons pu faire le problème. Nous avons réglé la situation. Et la course, je l'ai admirée, je l'ai appréciée. Et les quelques populations de la ruelle sont sorties pour massivement applaudir nos athlètes. Bon, il faut reconnaître qu'il y a des disciplines qui ne sont pas du tout connues dans notre pays, dont le triathlon. Je pense que c'est à ce travail que l'engouement est que tous ceux qui sont là se découvrent comme je suis en train de le dire, l'activité qui peut quand même faire beaucoup de tâches ici à Boycon. Et je pense qu'ils sont en train de me promettre que l'année prochaine, ce sera beaucoup plus intéressant et ils vont mobiliser beaucoup plus leurs camarades. Et je leur ai précisé que je veux beaucoup plus de filles et de petits garçons de la catégorie des moins de 17 ans. Il faut oser. Lorsque vous osez, vous obtenez le résultat. Et j'ai dit, il faut désormais que le triathlon soit vulgarisé à travers tout le pays. Et comme le souhaite même le ministre des Sports pour toutes les disciplines, je pense que je suis en train de prendre ma part du gâteau et je ne m'arrêterai pas à Boycon. La prochaine étape, comme je vais te devancer pour le dire, ce sera à Zombé. Et après à Zombé, nous allons commencer par courir pour organiser notre championnat national qui pourrait se tenir ou à Poisson-Tomé comme l'année dernière, ou bien à Cotonou ou à Porto-Novo, parce que nous sommes en train de discuter, de négocier avec les autorités de cette localité. Et je finirai par le grand triathlon qui pourrait avoir lieu dans la zone baléaire à construction à Eldorado. Je pense que ce sera le grand X. Et nous pourrons recevoir notre ami, celui qui est en train de nous aider depuis les États-Unis au niveau de cette ONG qu'on appelle la CSR, de M. Gab Manner. Il pourra nous aider beaucoup et Cotonou va découvrir ce que c'est que le vrai triathlon. Espoir Football Club a ramené un point de Boycon pour le compte de la 15e journée du championnat national féminin de football. Les protégés du président Quentin Didavi ont tenu en échec les filles de la ville Carrefour sur le score d'un but partout. En infériorité numérique depuis la première mi-temps, elles ont ouvert le score à la 50e minute. Mais les joueuses de Phoenix ont égalisé 2 minutes plus tard. Suivez les moments forts du match et le débriefing des deux entraîneurs. C'est tout à fait normal parce que quand on marque un but et qu'on ne se concentre pas, c'est ce qui arrive. Surtout qu'on a joué à 10 contre 11 et que le but est arrivé et tout le temps, depuis la touche, concentrez-vous, concentrez-vous. Elles se sont rattrapées par le score. Donc on ne peut que remercier le bon Dieu. On est parti avec un match nul. Et on a eu des occasions, on n'a pas pu concrétiser parce qu'on a eu les occasions plus que les autres. C'est qu'on n'a pas pu concentrer. Donc on va toujours essayer de travailler là-dessus pour que ça arrive. Le jeu de l'adversaire, bon, ils ont l'habitude de jouer sur une longue balle, ils n'ont pas posé le ballon, alors que chez nous, on a l'habitude de poser le ballon. C'est ça qui a fait qu'un tout petit peu, on n'a pas eu gain de cause. Sinon, si les enfants avaient posé le ballon, je pense qu'on allait arriver au bout de cette équipe-là. L'arbitrage, c'est pas fait. L'arbitrage n'est pas fait, il n'y a pas de souci. Par moment où ça, mais Dieu merci, ils ont pu gérer le match et puis voilà. Vraiment, je suis un peu déçu par rapport aux résultats. On espérait avoir la victoire, mais en fin de compte, on a eu le nul. On s'en contente, on regarde devant vers les 3 autres derniers matchs qui nous attendent, histoire de remporter ces matchs. À 10 contre 11, on avait la supériorité numérique. On aurait pu en profiter pour acculer davantage l'adversaire, ce qu'on n'a pas pu faire. C'était surtout ça. Et aussi, franchement, je n'aime pas parler de l'arbitrage, mais ça devient un peu trop. À Banté, on a vécu un cauchemar là-bas. On revient à la maison
Et le premier but, le but qu'on a encaissé, vous avez les vidéos, allez revoir, vous allez voir que ma dernière défenseuse a été victime d'une faute, d'un accrochage par derrière, ce que l'arbitre n'a pas sifflé. Je crois que ça devient un peu trop et c'est frustrant. Ce que je reproche à mon équipe, c'est de ne pas pouvoir pu être un peu plus présente en attaque. Ça nous a manqué un peu plus. C'est seulement une qui arrivait à porter plus le ballon. Elle manquait un peu de soutien. Et aussi dans la défense, on a manqué un peu plus de concentration, ce qui a amené le premier but. Bon, même s'il y a eu une erreur d'arbitrage, c'est nous qui avons donné cette opportunité-là. Donc voilà. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un thème à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezautv.bj. Bonsoir.